Je m'appelle Claude Paquette, je suis psychologue industriel. Ça fait 17 ans que je fais de l'évaluation de potentiel et je suis responsable chez CFC Dolmen d'une équipe de recruteurs et puis d'une équipe composée de psychologues industriels, de conseillers d'orientation qui font de l'évaluation de potentiel, je dirais, régulièrement, dans le sens où on voit peut-être 30-40 personnes par semaine à des postes d'entrée intermédiaires et supérieurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est l'évaluation, la mesure et le développement des compétences des hauts potentiels. Ça fait probablement 10 ans que je fais partie, de façon intermittente, d'un groupe de discussion à Laura Chéry qui traite des besoins de dotation, pénurie de main-d'œuvre, etc. Et depuis 10 ans, quand on partage ensemble ce qui nous arrive, on se rend compte que beaucoup de gens anticipent la pénurie de main-d'œuvre, mais très peu de personnes ont mis en place des actions concrètes dans les organisations. Et on en arrive à aujourd'hui. Vous savez que 2012, on est pas mal dans la courbe ascendante des départs à la retraite massifs. On va commencer à les vivre. Ça a été retardé un petit peu par l'économie qui est un petit peu plus ralentie et par notre gouvernement qui nous dit peut-être que la retraite, ça va être plus tard bientôt. Mais ça reste un phénomène qu'on vit de plus en plus. Et ce qui se passe depuis quelques années, c'est que dans les structures organisationnelles, il y a plusieurs organisations, surtout les grands types d'organisations, qui ont tendance à ne pas renouveler certains postes. Ce qui fait qu'un gestionnaire d'aujourd'hui peut avoir 2 puis 3 fois la charge en responsabilité ou en complexité du même gestionnaire, du même type de poste, du même type d'organisation qu'il y a 4, 5, 7 ans. Et dans son équipe, probablement que les gens qui ont été promus à l'interne, on parle des spécialistes, des gens au niveau administratif, des professionnels, eux aussi viennent d'être aspirés par les départs à la retraite massive, donc viennent de prendre la place de gens plus seniors qui viennent de quitter. Et ces gens-là sont aussi nouveaux et jeunes dans leur rôle et responsabilités. Et on est à la recherche, justement, comme on le disait tout à l'heure, d'identifier quels sont parmi ces gens-là les gens qui ont le potentiel, l'aspiration à développer pleinement leur talent. Donc, on va parler de ça. 535 000 Québécois, on parle de centaines de milliers de postes par année et à tous les niveaux. La plupart des employeurs ont d'abord concentré leur planification de la main-d'œuvre ou leurs efforts pour identifier les potentiels et les préparer pour les postes de gestion. Quand on parle de gros programmes de relève, souvent on pense à la relève de gestion. Et là, on se ramasse maintenant à avoir des problématiques au niveau des postes professionnels où dans les organisations, il y en a des centaines et des centaines. On a oublié de leur demander: tu as le goût de faire quoi dans 2 ans? Tu as le goût de faire quoi dans 3-4 ans? Est-ce que les projets plus complexes t'intéressent? La gestion de projet est beaucoup plus à la mode depuis une dizaine d'années. Il y a des formations sérieuses, il y a des accréditations qui sont données, mais les gens n'ont pas nécessairement été développés dans leur leadership professionnel pour être capables d'encadrer des vastes projets. Et on n'a pas toujours vérifié auprès de ces gens-là l'intérêt à s'exposer à des contextes qui débordent de leur genre d'expertise pour s'intéresser à des activités plus transversales. Les enjeux de développement du talent, souvent quand on pense à développement du talent, on pense à formation. Le coaching est bien à la mode maintenant, mais on pense beaucoup à « c'est correct, on a des gens à développer, donc on va leur offrir ce qu'il faut, puis plus tard, on va les développer ». Ou, encore pire, on s'attend de les nommer en poste et on va se dire, une fois qu'ils vont être en poste, on aura bien le temps, on va les former, puis on va les développer également. Les enjeux d'aujourd'hui sont bien différents d'avant. Le temps accordé pour former et développer les gens s'est réduit de façon importante de par les enjeux, justement, de main-d'œuvre et de raréfication des talents et des compétences. Puis c'est drôle parce qu'il y a de plus en plus de gens scolarisés, donc quand on parle de talent et de compétences, on devrait se dire, bien, coudonc, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont les compétences et les talents. Quand on parle de leadership, on parle aussi d'exprimer ces talents et ces compétences-là dans un rôle de gestion. Et ça, même si les universités veulent nous former à devenir des gestionnaires, c'est quand même beaucoup dans le feu de l'action que ça se passe. Pourquoi développer les talents? En fait, j'aurais pu vous le demander, mais on a chacun nos besoins. Ça peut être autant des besoins d'efficience, de performance que des besoins de rétention, comme on disait tout à l'heure, de mobilisation. Mais en fait, la réalité, c'est que ce qu'on veut, c'est d'être entouré de gens performants qui vont être capables de nous aider à réaliser nos objectifs d'entreprise puis de faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Ça, c'est la bonne question. Quand je rencontre des clients puis qu'on parle de plan de relève, c'est assez étonnant de voir qui sont identifiés relève. D'une organisation à l'autre, ça peut être très variable et même lorsqu'ils le font très sérieusement, il arrive que dans les pools de relève, si je peux m'exprimer comme ça, on retrouve des gens qui sont de niveaux différents au niveau de la maîtrise des compétences. Puis pourquoi?
Bien, c'est simple. Il y a des postes plus critiques dans l'organisation, des fois des postes de gestion. Les gens portent des postes possèdent des titres de vice-président ou de directeurs principaux. Quand on regarde ça, ils sont directeurs je dis souvent de pas grand-chose, mais ils sont directeurs d'eux-mêmes et d'une activité professionnelle et non pas d'un groupe de personnes. Alors qu'à côté d'eux, dans le même plan de relève, on peut avoir des gens qui ont aussi un titre de direction et qui gèrent 3 superviseurs qui gèrent chacun 25 personnes. Donc, le titre peut être trompeur, mais ces gens-là, qu'on soit dans un rôle professionnel, dans un champ technique ou dans un rôle de gestion, font tous partie de la relève et ils sont tous des personnes à qui on doit accorder de l'attention pour identifier de quelle manière on les développe et de quelle façon on les identifie et relève. Donc, ce que je vais faire avec vous, en fait, puis je vous invite à m'interrompre aussi, c'est que je vous ai préparé des modèles, des petits trucs, des affaires simples que vous allez pouvoir continuer d'utiliser pour vous aider à identifier qui sont les personnes dans des postes critiques, comment on peut évaluer le potentiel et les compétences de ces gens-là, puis plus tard, de quelle façon on peut se donner des règles simples pour les développer. Bien, la première chose, c'est, quand on dit « qui », la première réponse, c'est la personne qu'on a le plus peur qu'il quitte, qui a le plus de compétences rares, que si on le perd ou si on perd ces compétences-là, on est dans le trouble dans la livraison de certains services, processus internes, dans la mobilisation des équipes. Donc, c'est important de revoir votre organigramme une fois de temps en temps, puis de vous poser la question et d'avoir ces discussions-là avec les gens dans l'entreprise sur est-ce que ma structure, la plupart de mes clients, leur structure est évolutive. On perd des gens, on regroupe des fonctions, on crée une opportunité parce qu'il y a un marché à un endroit, puis on essaie de suivre la parade ou, justement, on la provoque. Ce qui veut dire que l'organigramme est constamment en évolution. Puis notre travail, c'est d'identifier dans cette structure-là qui sont les personnes qui possèdent des postes. Et là, il faut dépersonnaliser le poste, bien entendu. Mais où sont nos postes vulnérables où vraiment il y a un enjeu important? Et ça, c'est la première étape. De ça, on va être capable ensuite d'identifier, quand on fait nos rencontres de gestion de performance, quand on fait nos rencontres de suivi, quand on lance nos plans de relève, quels sont les postes qu'on doit prioriser pour constamment avoir une pépinière à talent en progression ou au moins avoir identifié dans l'organisation des joueurs qui s'intéressent à ces fonctions-là. La prochaine étape, c'est de le faire sur 2 axes. Jusqu'à quel point la caractéristique est stratégique au niveau du poste, donc d'un axe de 1 à 9. Vous pourrez prendre l'échelle que vous voulez, c'est assez simple. Puis jusqu'à quel point la probabilité que la personne quitte le poste aussi. Ça vous permet, si vous prenez chacun de vos postes, d'identifier rapidement là où il y a des enjeux et des dangers. Fait que c'est sûr et certain que si on est dans le premier cadran, en bas à droite, le cadran 1, on a des probabilités faibles et puis le poste n'est pas stratégique. Même si demain matin, il y a 3 personnes de ce poste-là qui quittent, vos opérations continuent, vos clients sont contents, il n'y a pas d'enjeu au niveau de la productivité de l'organisation, ni au niveau des équipes. Cependant, quand on est dans le cadran 9 et qu'on sent qu'on a un joueur majeur qui est courtisé, ça fait longtemps qu'il nous parle, qu'il a fait le tour du jardin puis qu'il a goût de faire autre chose, de vivre autre chose. Il n'y a pas les outils pour livrer la performance qu'on lui demande. Il n'y a pas les équipes. Il y a des équipes difficiles, mais on ne lui donne pas le support pour l'aider à se développer puis à en prendre charge. Ça se peut que sur un horizon de 0 à 6 mois, que cette personne-là ait le goût d'aller voir ailleurs ou de faire autre chose. Ce serait malheureux parce que si le poste est critique, puis qu'on a un horizon de 0 à 6 mois, la capacité de le remplacer par une personne compétente et formée, connaissant les usages de l'entreprise, la clientèle et les employés, est à peu près 0 avec une barre dedans. C'est pour ça qu'il est dans le cadran 9. Plus vous avez de gens dans le cadran 9, plus vous devez vous inquiéter de ce qui va vous arriver dans les prochains mois. Donc, je vous ferai grâce de passer à travers chacune des zones. Je vous dirais, heureusement, habituellement, la plupart des postes se situent autour du 5. Et aussitôt qu'on rentre dans les caractéristiques un peu plus de bleu foncé, 5, 6, 8 et 9, il faut se poser des questions sur en fait, la principale question, c'est est-ce qu'on a quelqu'un pour remplacer ces gens-là, puis combien de temps on se donne pour partager leurs responsabilités, pour identifier leur relève, pour former la relève, ou, si vous savez que vous êtes dans des postes très pointus, commencez à courtiser, moi j'appelle ça se mettre du rouge à lèvres, commencez à courtiser dans le marché des gens qui ont des compétences comparables, qui pourraient, peut-être pas maintenant, mais peut-être dans 6 mois, 1 an, 18 mois, c'est ce qu'on appelle ça courtiser, s'intéresser à l'organisation puis au poste de cette personne-là. Et qui sait, si l'organisation est en croissance et que ces gens-là sont vraiment des hauts potentiels, probablement que ces gens-là vont libérer leur case pour retourner à quelque part dans l'organisation à l'interne, dans d'autres postes en promotion. Donc, l'idée étant que plus vos postes sont stratégiques, plus c'est important d'y accorder l'attention qu'ils méritent.
La deuxième question, c'est au-delà d'avoir identifié la structure, quels sont nos postes vulnérables, bien, maintenant on s'intéresse aux individus. Et non, c'est pas vrai, tout le monde n'est pas égal. Tout le monde n'a pas la même valeur ou la même capacité pour l'organisation. Et oui, il faut être capable de s'attarder à qui on accorde l'attention en premier pour le développement. Au niveau du potentiel, je vais prendre l'exemple de ma fille. J'ai une petite fille de 22 mois maintenant. Et une des premières choses qu'on découvre, puis qu'on est fier quand on revient du médecin, là, le médecin nous dit, en termes de grandeur, elle est 80 centiles, et puis en termes de poids, elle est 75 centiles. Et là, ça me dit, bien, coudonc, elle est assez grande, puis elle est assez en santé, tout va bien. Puis, bon, bien, quand elle est dans les centiles supérieurs, il y a une petite fierté, oh, elle va être grande, puis bon, etc. En fait, ce qu'on est en train de regarder, c'est un certain type de mesure du potentiel. De mesure, c'est-à-dire jusqu'à quel point ma fille va, quelle grandeur elle va avoir en se projetant dans le futur. Donc, on part d'une capacité actuelle à mesure et autres comme ça, avec les rangs centiles, etc. On sait qu'elle devrait se projeter en grandeur dans un horizon qui pourrait ressembler entre 5 pieds et 5 pieds 6. On sait que la moyenne au Québec est à peu près de 5 pieds 2, 5 pieds 4 à peu près. Là. J'espère que je ne froisse pas personne. Ça ressemble à ça. Mais je sais qu'il est très, très, très peu probable qu'elle mesure 4 pieds 1 ni 6 pieds 1. Donc, on a une certaine forme de mesure qui nous explique à peu près, en partant de la base, jusqu'où elle peut se rendre en termes de potentialité. Bien, quand on se projette au niveau des employés, c'est un peu ça qu'il faut faire. Il faut regarder là où ils sont, la maîtrise de leurs compétences actuelles, puis de quelle façon, à partir de où ils sont, on peut les projeter en potentialité. Et ce n'est pas une question de boule de cristal, c'est vraiment une question de faire le tour des compétences et puis de les projeter dans un nouveau rôle en fonction de ce qui est raisonnable de penser. Il y a toutes sortes d'outils pour ça. Je vais vous en partager quelques-uns. Alors ici, vous avez une autre façon d'évaluer, d'apprécier le potentiel avec une grille, mais là, avec des noms. On va mettre, je vous propose de mettre des noms dans la structure, mais de noms de gens fictifs, bien entendu, où on va dire, est-ce que la personne, elle est performante actuellement? Puis quel est le potentiel de cette personne-là d'en prendre plus? C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'outils pour faire ça. Moi, je suis équipé avec des tests, des mises en situation, des entrevues, mais votre gros bon sens, l'échantillon de travail, vous savez que la mesure de la performance en emploi est une des mesures les plus solides pour prédire le futur de la performance de la personne. Et en poste, vous avez toute l'information qu'il vous faut pour bien l'apprécier. Il faut simplement le faire de façon structurée. Donc, en bas à droite, les gens qui sont pas tout à fait performants, pour lesquels il y a un potentiel faible, mais qu'on considère en devenir. Donc, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait, on a des gens qui n'ont jamais fait le métier. Bien, souvent, ils partent de là. On peut évoluer rapidement, mais c'est ce qu'on appelle un potentiel émergent. On ne le sait pas, mais on a vu des choses dans un rôle précédent qui nous suggère que la personne est mature, qu'elle a une certaine forme de leadership, puis qu'elle a le goût de s'investir, puis de faire des push-ups des fois, de faire de l'exercice à devenir gestionnaire. Donc, inférieur et redressement. C'est sûr que si on a affaire à un gestionnaire, puis c'est pour ça que la zone s'appelle zone de redressement, si on a affaire à un gestionnaire qui a déjà 5 ans d'expérience, qui est encore dans l'émergent, puis que les résultats, ce n'est pas là, j'espère que dans les rencontres que vous allez avoir avec, vous allez parler de redressement de la situation. Parce que cette personne-là n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attend, malgré le potentiel qu'on avait vu au départ. Si on poursuit au niveau de la performance, de optimum à supérieur, bien c'est sûr que quand on a un potentiel qui est moyen, on dit émergent, et qu'on pousse la personne dans son développement accéléré, qu'on va obtenir de cette personne-là des résultats de performance optimale et supérieure par la suite. Mais c'est en développement. Vous savez, les principes de Peters, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une courbe normale, il y a une courbe de développement, puis quand on arrête de se développer, bien, on prend l'autre bord de la montagne. Là. Bien, ici, on est dans la première courbe ascendante, c'est-à-dire qu'on est en train d'expérimenter nos connaissances dans l'action et de développer le plaisir à faire notre travail et la confiance à être capable de le faire. Et là, on devient dans le développement accéléré. Lorsque on a géré une petite équipe, 5-6 personnes, et que là, notre patron part en vacances puis nous demande de prendre les tâches de notre collègue à côté. Puis là, on gère une équipe de 7, 8, 10, 12. Ça peut paraître le double, mais en réalité, on parle des mêmes compétences, des mêmes talents à mettre en place. C'est juste plus compliqué parce qu'il y a plus de monde, puis on apprend là peut-être à mieux gérer son temps également. C'est là que notre potentiel est en train de se consolider. On demande à la personne de non pas être en apprentissage, mais d'être dans une période où on lui demande de contribuer à l'organisation, ce pourquoi ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'on le développe. Donc, on est vraiment au centre. Finalement, lorsque nos
contributeurs ont des performances supérieures. Il y en a partout autour de vous. Si on pense à la courbe normale, il y a beaucoup de gens qui sont dans la moyenne forte, dans la moyenne faible, mais ils sont dans la moyenne. Il y a certaines personnes quand même qui se dégagent du lot. Ces personnes-là font plus vite, mieux, de façon plus complexe, les tâches que d'autres font de façon plus habituelle et normale. Ils sont dans leur zone de maturité et dans le potentiel mûr. Donc là, il est temps de leur donner soit plus de responsabilités ou soit de leur demander de transférer leur expertise et leur connaissance à de la relève ou à des collègues de travail qui, eux aussi vont être en émergence. Pourquoi? C'est parce que le tableau, on pourrait le tasser et le retasser, c'est-à-dire que la personne qui est en zone de maturité pour son poste est assurément en préparation pour le prochain. Ici, on ne parle pas de maturité de carrière, on parle de maturité dans le poste. Donc, dans les discussions qu'on peut avoir avec les employés, c'est important d'être très transparent puis d'être aussi très authentique sur l'évaluation qu'on fait de la performance de la personne. Malheureusement, quand on fait le tour des outils de gestion de performance chez les clients, les outils de gestion de performance sont bien faits, mais mal utilisés. On n'a pas le courage de dire à quelqu'un qui n'a pas fait l'effort qu'il fallait cette année pour se développer, pour être rendu au niveau où il devrait, ou que sa performance, même s'il la sent ou il l'exprime comme étant une performance extraordinaire, qu'elle n'est pas extraordinaire, elle est correcte, en relation avec les attentes, et que pour être extraordinaire, voici ce qu'on s'attend le plus, puis voici les outils qu'on te propose pour te développer en ce sens. Parce que la personne qui est fière d'atteindre des résultats supérieurs ou qui pense qu'il l'a fait, assurément, si on utilise cette motivation-là, on risque de lui permettre de vraiment devenir parmi les meilleurs. Vous savez, quand on parle de leadership, souvent, on entend ça souvent en ressources humaines. On dit on ne fait pas de notre meilleur professionnel notre meilleur gestionnaire. Ça fait des années que j'entends ça. La réalité, c'est, OK, c'est quoi le deuxième choix? La plupart du temps, les personnes nommées dans un rôle de gestion sont des gens qui viennent d'un silo professionnel quelconque. Les gens qui sont en finance, en comptabilité, en ingénierie, technique administrative particulière, mais on part d'une activité professionnelle que la personne va développer pendant un certain nombre d'années, puis ensuite, veut pas, l'équipe autour de lui, d'autres professionnels vont reconnaître son leadership. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont lui demander des conseils. On a un projet plus compliqué, on va lui demander pas de gérer l'équipe, juste de coordonner gentiment puis d'aider certaines personnes qui sont un petit peu plus dans le trou. Et probablement que si la personne aime faire ça et que les membres de l'équipe reconnaissent qu'il y a des talents différents, qui est meilleur au niveau de l'expertise et puis qui n'est pas avare, qui partage ses connaissances, ça se pourrait bien que s'il y a une promotion à venir, qu'on lui tape sur l'épaule en disant « Ça te dirait-tu de devenir chef d'équipe pour essayer ça un petit peu? » Et graduellement, la personne va passer de chef d'équipe à gestionnaire intermédiaire, à gestionnaire supérieur, puis il va vivre tous les problèmes transitoires qu'on a avec ça. Quand on passe d'un premier niveau de gestion, d'un premier niveau professionnel à un premier niveau de supervision, d'encadrement, souvent la première affaire qu'on apprend, c'est arrêter de faire des recommandations puis commencer à prendre des décisions. C'est arrêter de faire le travail et le déléguer. C'est de commencer à tolérer l'ambiguïté puis de ne pas avoir tout le temps qu'il faut pour analyser. Ce sont des problématiques qu'on rencontre à chaque fois pour des gens qui vivent un premier niveau d'expérience de supervision, mais souvent qu'on oublie qu'il est normal qu'ils en fassent l'apprentissage, ils ne sont pas en redressement, en zone émergente. Il y a une période d'appropriation, il y a un moment pour lequel ils doivent faire ça. Il y a beaucoup de professionnels qui souhaitent évoluer pour pouvoir prendre les décisions à la place du patron parce qu'ils trouvent que les décisions ne sont pas bonnes. La motivation, c'est, moi, quand ça va être mon tour, je vais décider, puis j'ai raison, mais c'est sûr, ils sont payés à analyser et à trouver des solutions par rapport à une problématique en particulier. Ils ne voient pas tout l'ensemble. Donc, motivation à influencer et à prendre des décisions. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le goût de faire ça. Donc, de quelle façon on peut commencer à leur donner du partage de responsabilités, de la délégation de responsabilités du patron vers l'employé pour qu'il commence à expérimenter ça en zone protégée? Là, ce que vous avez là, c'est le travail de mon équipe. En fait, on évalue 2000-2500 personnes par année depuis une dizaine d'années. À chaque année, mon travail, en fait, à chaque fois qu'on fait une évaluation de potentiel complète, on fait des tests, on fait des entrevues, on fait des mises en situation, etc., il faut rendre le feedback à la personne et puis lui présenter ses résultats. Vous savez, il a été très, très, très à la mode à peu près dans les années 80, fin des années 90 avec les modèles d'Ulrich, de mettre en place Lominger et compagnie, de mettre en place des profils de compétences organisationnelles où on dit, bien voici chez nous, le leader qu'on valorise a les 8 compétences suivantes. Et on a travaillé pendant des années à aider nos clients
à représenter la définition du leadership à travers des mesures qu'on attachait en fonction de ce qui était recherché. Donc, on cherchait un leader mobilisateur, quelqu'un qui était capable de gérer le changement, etc. La difficulté qu'on rencontrait, c'est au feedback. Quand je rencontre quelqu'un, puis je lui donne un feedback suite à une journée qui passe chez nous en évaluation, sur 10 compétences, de façon inévitable, il me disait « Oui, mais Claude, moi, je ne suis pas 10 compétences. Je suis un gestionnaire. J'ai beaucoup plus que ces talents-là en expression quand je suis dans le go, là, quand je suis dans le live avec les gens qui m'entourent. » Donc, la difficulté qu'on rencontrait, c'était au-delà du profil de compétences, de faire du sens pour que la personne soit capable de comprendre « J'ai ça à développer, pourquoi je l'ai développé? » Puis c'est vrai, j'avais un doute, ça fait des années que je traîne ça derrière moi, mais je n'ai pas eu la chance de le faire jusqu'à maintenant, de me développer. On a développé un modèle, en fait, qui permet de séquencer le développement des compétences. Je vous avoue, ça n'a rien de scientifique. Il n'y a pas eu 25 recherches faites là-dessus. C'est le gros bon sens d'une dizaine de consultants pendant une dizaine d'années qui ont amené à travailler là-dedans. Mais ce que je vous dirais, c'est que si on part de la base de la pyramide est beaucoup reliée à l'ADN de personnalité. Qu'on soit dans un poste de commis, d'ingénieur, comptable, de gestionnaire, ces aspects-là sont des aspects que je sais qu'on sait mesurer bien et qui sont beaucoup dans l'ADN de la personnalité. Quand on regarde ça, c'est beaucoup dans le savoir-être en bas. Donc, les compétences relationnelles, les compétences en gestion de soins intellectuels liées à la tâche, ce sont beaucoup les compétences avec lesquelles on part quand on commence à travailler, entre 25 et 35. 35, des fois, on commence à avoir de l'expérience, mais on commence aussi à changer des habitudes et des attitudes qu'on avait à 25. Donc, ce sont ces compétences-là. Quand on regarde, par exemple, le côté, là, vous le voyez, c'est un peu sombre, là, mais les compétences relationnelles, toute l'écoute, la diplomatie, la capacité à gérer les conflits, la capacité d'exercer un leadership affirmé, toutes les compétences liées à la tâche. De quelle façon je prends en charge mes dossiers? Est-ce que je mets de l'énergie là-dedans? Est-ce que je suis tenace et persévérant? Est-ce que je suis autonome ou j'ai besoin de mon patron tout le temps? Est-ce que je suis rigoureux ou il faut passer par derrière moi? Donc, les compétences liées à la tâche. Les compétences en gestion de soi, c'est tout ce qui est relié à l'intelligence émotionnelle dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, ma capacité à faire preuve d'empathie, à m'adapter, à gérer mes émotions, tout le côté conscience de soi. Donc, est-ce que je reçois le feedback facilement ou est-ce que je suis toujours en mode défensif? Et puis, les compétences intellectuelles. Donc, oui, la vivacité, la capacité d'apprentissage, mais également toute la partie innovation, analyse, tolérance à l'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. Ça fait en sorte que plus on a de compétences-là, plus on a de chances que par la suite, quand on va rentrer dans notre zone dont on parlait tout à l'heure de développement, que quand je vais commencer à faire le développement de mes compétences de gestion de projet, que je n'ai pas à traîner derrière moi des difficultés reliées au fait que j'écoute pas, que je suis trop émotif dans des discussions qui m'impliquent, que mes analyses sont trop rapides parce que je veux vite faire des choses. Si la base est réglée, on peut commencer à développer des compétences de gestion, plus on a séparé supervision et gestion, parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires de projets qui pensent qu'ils font de la gestion parce qu'ils font de la gestion de projet. Ils font de la gestion de projet. La gestion de projet, c'est la planification, l'organisation. On a regroupé là-dedans le lien direct avec la clientèle parce que souvent, ces gens-là sont en relation directe avec des partenaires. C'est pas simple. Et puis, le réseautage. Puis ensuite, on a mis des compétences de supervision. Pourquoi? Au troisième niveau de la pyramide, c'est parce que là, on n'a pas juste soi à gérer, on n'a pas juste à être intelligent dans la gestion administrative, on a aussi d'autres personnes à gérer. Et c'est bien plus compliqué de faire la gestion d'individus que de gérer des tableaux de bord, des indicateurs et puis planifier des activités. Donc, on a là-dedans, bien entendu, la consultation, l'encadrement, la délégation, etc. Puis, on a gardé un niveau supérieur des compétences. Tous nos clients nous demandent, la première chose qu'ils nous demandent quand on évalue un gestionnaire, es-tu politique, es-tu stratégique, es-tu capable de mobiliser, es-tu de bonne gestion du changement? Puis, si on est dans une business assez commerciale, son pif d'affaires, il ressemble à quoi? Ces compétences-là, en fait, quand on regarde en bas, si je prends par exemple l'empathie, l'autonomie, je pense que si on faisait le tour, tout le monde ensemble, puis qu'on avait notre propre définition, ça ressemblerait pas mal. Si on fait le tour au niveau de la gestion du changement, on va commencer à avoir des définitions qui vont varier au niveau du sens politique, dépendamment du niveau de poste dont on parle, du type d'organisation, etc. Les compétences du haut de la pyramide sont ce que j'appelle des métacompétences. Des compétences qui ne sont pas uniques, des compétences qui apparaissent si le reste de la pyramide est là. Je vais vous donner des exemples. Ah, je vais... J'ai pris le sens politique. Et là, j'ai redécomposé le sens politique. De quelle façon cette compétence-là se développe dans l'action? En fait, normalement, si je gère bien mes émotions au niveau de la résilience au stress, si je suis patient,
Si dans les situations conflictuelles, j'ai de la facilité à désescalader le conflit pour que les gens soient zen, puis qu'on s'écoute, puis qu'on trouve des solutions ensemble, et que je suis capable d'émettre mon opinion avec diplomatie, il y a des bonnes chances qu'en évoluant d'un poste à l'autre, j'ai de la facilité au niveau du sens politique. À des niveaux supérieurs, gestion intermédiaire supérieure, c'est sûr que là, il faut commencer à travailler un peu notre réseau. En fait, on est là pour ça, quand on parle de réseau, mais c'est important. Donc, le sens politique, quand on l'évalue comme compétence ou on en discute avec les gens, un des dangers que j'observe souvent, c'est qu'on traite la compétence d'une façon trop dogmatique ou trop large au sens universitaire et qu'on envoie les gens suivre des formations sur comment A influence B, influence C, sans nécessairement avoir le courage de lui dire, regarde, là, au niveau de la résolution des conflits, si tu étais un petit peu plus zen, si au niveau de l'écoute puis de la façon dont tu exprimes ton opinion, tu faisais un peu plus attention, si tu gérais un peu plus tes émotions, que tu étais plus patient avec les autres, probablement que tu n'aurais pas besoin d'aller au HEC suivre un cours en sens politique. Donc, la compétence à développer, ce n'est pas le sens politique, ça va être la patience. C'est peut-être pas la patience, mais c'est peut-être le réseautage si au niveau de la base du modèle, on le possède. Je vais vous donner un autre exemple. Ça va, le deuxième, je suis revenu au départ, je l'avoue. Sens politique. Le prochain, j'ai pris la gestion du changement. Puis là, déjà, on voit que les couleurs montent un peu dans la pyramide, dans le sens où c'est une compétence quand même. En fait, la gestion du changement, d'abord, c'est un processus. Ce n'est pas une compétence. Ce sont des étapes à suivre avec des choses à faire en lien avec ce qu'on voit là. D'abord, c'est sûr qu'un changement pas planifié, on est un petit peu dans le trou. Donc, il y a du talent du gestionnaire de projet important au niveau de la gestion de projet. C'est aussi important d'être capable de consulter les gens. C'est aussi important, personnellement, d'être capable de s'adapter puis d'avoir un point de vue en perspective transversale sur l'organisation. Sinon, il nous en manque des morceaux quand il vient le temps de convaincre les autres ou de les rassurer que les choses vont dans le bon sens, mais que, oui, ça prend des efforts pour s'adapter aux nouvelles demandes, puis ça prend beaucoup d'écoute. Donc, encore là, on parle de compétences qui se développent basées sur un fondement d'autres compétences. Je vais vous donner des exemples. Ça, ici, je les ai prises à l'intérieur de la même pyramide. Mais si je prends des exemples clients de compétences, un jour. Bon. Si je prends un client qui a une compétence dans son référentiel de compétences qui s'appelle l'orientation vers les résultats, ça peut vouloir dire bien des choses, l'orientation vers les résultats. Donc, avec un client, là, c'est un exemple. L'orientation vers les résultats nous permet d'avoir une décomposition beaucoup plus large parce que c'est un peu plus flou. Là, je vous ai évité la définition, mais c'est bien difficile de ne pas être orienté vers les résultats si personnellement on manque d'énergie, de dynamisme, on n'est pas autonome dans les décisions à prendre, on n'a pas un certain niveau d'ambition puis de détermination, et puis qu'au niveau de la persévérance, c'est pas là. Donc c'est un peu drôle, mais à quelque part, la capacité comme gestionnaire à matérialiser notre potentiel dans un rôle de gestion dépend beaucoup de notre ADN en partant. J'ai-tu le goût de faire des efforts additionnels quand l'entreprise me le demande ou que la situation change? Hein? On dit toujours, beaucoup de gens veulent être capitaine quand la mer est belle, mais quand ça brasse, ils veulent être OK. Bien, c'est très relié à l'ADN de la personne d'être capable de rester en situation de leadership, même quand ça ne va pas facilement. Vous voyez complètement à droite, c'est un peu plus petit, c'est le leadership ascendant. Le leadership, on parle beaucoup de leadership mobilisateur, de transformationnel, puis on a oublié que d'être directif, des fois, c'est une nécessité dans bien des organisations. Donc, c'est important d'être capable de diriger l'organisation, d'encadrer, de responsabiliser les gens, de gérer son temps pour être capable d'y arriver. Est-ce que ça vous fait du sens? Est-ce que ça évoque des choses que vous avez déjà vues dans vos organisations? Je vois des oui. Bon, tant mieux. Tant mieux. J'en ai fait un autre qui est le leadership mobilisateur. Je trouve ça le fun parce que, comme définition, c'est un peu un pléonasme. Hein? La plupart du temps, quand on dit qu'on a un leader, habituellement, il est mobilisateur. Mais c'est une compétence qu'on trouve souvent dans la plupart des profils de compétences que les clients nous donnent. Bien, c'est bien entendu que la mobilisation comme telle, on pourrait arrêter ça là. Mais l'expression du leadership, c'est pas juste d'encourager les gens et puis de reconnaître les bons ou les moins bons coups. C'est aussi de faciliter par des actions de supervision directe, le coaching, la formation et puis la consultation des personnes dans les équipes. C'est aussi comme personne, quand je suis en relation avec les gens, la porte fermée, d'être capable d'être sensible à leurs préoccupations puis de faire preuve d'écoute également.
Pourquoi la patience? C'est drôle parce que d'être patient, c'est une très bonne qualité. C'est Socrate qui disait que d'être en colère ou impatient auprès de la bonne personne au bon moment pour les bonnes raisons, c'est un art. Bien, ce que ça dit en même temps, c'est que c'est nécessaire de l'être des fois aussi. Donc, ça joue dans les deux sens, l'écoute et puis encore contribution au travail d'équipe. C'est important d'être un joueur d'équipe parce que les leaders à haut potentiel sont souvent vus et promus dans des fonctions quand l'environnement dans lequel ils vont atterrir, donc les pairs, reconnaissent également leur leadership puis sont confortables au fait qu'ils vont être c'est un joueur d'équipe qui s'ajoute à l'équipe au niveau où on va être, en comité de direction. Donc, tantôt, quand on parlait de réseautage, quand on parlait de sens politique, il y a une partie du développement du haut potentiel qui est de lui permettre d'être exposé à des occasions où son leadership va être reconnu également par son environnement pour pas, quand il va arriver, qu'il soit vu comme le jeune rookie, qu'on regarde aller puis qu'on n'aide pas, ce qui arrive bien malheureusement trop souvent. Et avant, on pouvait se permettre de les laisser aller parce que les structures étaient pleines, étaient grosses. Il y avait plusieurs VP, plusieurs directeurs, etc., ce qui faisait en sorte que quand j'arrivais dans la structure, je pouvais avoir une moins bonne journée, aller m'accoter sur mon vieux senior qui était capable de m'aider, me donner des conseils, puis, etc. Mais maintenant, ces gens-là ont quitté, ils ont été remplacés par des gens aussi juniors qui ne sont pas nécessairement encore en maîtrise de leur poste. Ce qui fait que souvent, ce qu'on voulait éviter, qui étaient les silos professionnels, sont en train de revenir. Non pas parce que la structure est comme ça, mais parce que les individus se ressentent sur ce qu'ils savent bien faire, sans nécessairement toujours travailler en collaboration. Donc, dans l'évaluation ou la capacité d'aider les hauts potentiels à s'accomplir, il y a aussi leur permettre de travailler en équipe au niveau où ils vont, qu'ils vont rejoindre comme tel. La prochaine question, c'est, parmi tous nos joueurs, comment on fait pour choisir ceux, celles qui vont faire partie du plan de relève, ceux, celles qu'on estime avoir un potentiel différent des autres? Il y a différentes méthodes, c'est de ça dont on va parler. Est-ce que, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont eu à faire ça récemment ou qui ont eu à pointer dans l'organisation ou recommander des personnes, soit sur des plans de relève, soit sur des activités de développement pour en faire la promotion dans à court ou à moyen terme? C'est correct. On va regarder différents types d'outils. Puis là, c'est sûr et certain, je vous parle d'outils que moi, je maîtrise, que je connais bien, mais de l'interne, des bonnes entrevues, des rencontres, des revues de direction, mettre sur la table les noms, les outils de performance, puis être capable ensemble d'en discuter. C'est aussi très extraordinaire et ça fait vraiment le travail. En autant que tout le monde s'entend sur c'est quoi quelqu'un, qu'est-ce qui décrit une personne qui est à haut potentiel d'une autre. Évaluation du potentiel de gestion. En fait, la première chose qu'on fait quand on évalue le potentiel, c'est d'abord d'évaluer si la personne est rendue là où elle devrait être au niveau de ses acquis et de ses apprentissages. Donc, si j'ai un superviseur de premier niveau de gestion, je vais d'abord vérifier si ses compétences en supervision, au niveau où il les maîtrise. Pourquoi? Parce que avant d'évaluer si je suis capable de faire un deuxième étage sur ma maison, je vais d'abord aller voir, en fait, l'ingénieur ou la personne qui va faire ça va vérifier si mon solage est solide, puis si ma fondation, puis la structure pour recevoir le deuxième étage est suffisamment solide. Donc, il faut évaluer, auditer la base. Donc, est-ce que la personne a développé ce qu'elle aurait dû avoir développé maintenant? Si la réponse c'est oui, probablement que sa capacité à en prendre plus pour se développer vers l'avenir est plus grande que quelqu'un qui traîne encore en différentiel certains talents qu'il aurait dû développer depuis un certain temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bon, les bonnes vieilles entrevues comportementales structurées. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qu'on prédispose à des rôles de gestion, c'est sûr et certain que de leur poser des questions comportementales basées sur leur bagage d'expérience, ils risquent de nous manquer des morceaux. Ils ne sont pas capables de nous répondre. Ils vont nous parler de la fois où ils ont géré la campagne Centraide ou peut-être été coach d'une équipe de baseball, mais on n'aura pas d'expérience concrète reliée à la gestion qui vont nous permettre d'apprécier correctement leur capacité de se projeter dans un rôle de gestion puis de gérer une petite équipe. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on ajoute à l'entrevue comportementale des mises en situation, des jeux de rôle, des situations fictives de travail où on met la personne en action. Ce qu'il faut faire attention quand on fait ça, c'est de ne pas mettre la barre trop haute. Ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du modèle en pyramide, c'est que c'est sûr et certain que si on met la personne dans un contexte où un superviseur qui a 10 ans d'expérience aurait de la misère à faire la mise en situation, ça se peut que ça soit difficile à la personne de se mettre en contexte et de donner des résultats puis une performance adéquate. L'autre aspect qu'il faut faire attention dans des mises en situation comme ça, ce sont les gens qui sortent de l'école,
qui viennent de faire un MBA puis qui ont fait plusieurs cas mis en situation récemment et qui vont être capables de vous donner des cours en entrevue sur c'est quoi les bonnes approches en gestion du changement, en mobilisation, etc. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ont appris quoi dire pour démontrer qu'ils savent comment ça se passe. C'est déjà bien. Moi, j'aime mieux entendre quelqu'un qui a la recette que quelqu'un qui ne l'a pas puis qui pense qu'il l'a. Donc, déjà là, on a une bonne partance, comme dirait mon grand-père, mais ce n'est pas suffisant. Donc, mettre la personne en action nous permet d'aller vérifier ces aspects-là. Donc, panier gestion, simulation. Veux pas, tout à l'heure, on parlait d'ADN de personnalité dans le bas de la pyramide. Des bons tests de personnalité, des bons tests psychométriques qui vont nous permettre d'aller voir justement ces aspects-là. Et les aspects les plus faciles à mesurer, parce que les tests le font bien, ce sont tous les aspects reliés à la gestion des émotions, la gestion du stress, le caractère social, le caractère plus solitaire de la personne. En fait, c'est souvent l'inverse, ça va d'un continuum à l'autre. Et ces dimensions d'information-là vont nous donner beaucoup d'informations sur la capacité de la personne à se projeter dans un rôle de gestion. Il y a des outils, et là, je pourrais vous en faire une liste, j'en ai mis 3 que je connais, que j'utilise plus souvent, qui sont des outils qui nous permettent peut-être pour des postes plus pointus d'aller chercher le potentiel à. Par exemple, si on regarde le profil entrepreneurial, bien, dans les entreprises qui ont des besoins plus commerciaux, donc des gestionnaires de commerciaux ou des gens qui vont faire de la supervision d'équipes qui sont en service à la clientèle ou en vente, bien, c'est beaucoup plus pertinent d'utiliser un test qui va combiner des mises en situation et des traits de personnalité reliés à de quelle façon je vais me comporter en service à la clientèle ou en vente qu'une simulation de gestion générale comme telle. La même chose dans l'environnement de l'individu. Quand vous avez ce luxe-là, là on a beaucoup parlé des professionnels qui sont nommés superviseurs ou des premiers niveaux de gestion. Quand on a des gens qui sont en poste depuis un certain temps, qui ont peut-être mi-carrière, entre 35 et 45, et qui, en fait, qui sont... L'âge n'est pas important, en fait, parce qu'il y a des gens plus jeunes, des fois. Une des personnes qui encadrait le plus de personnes à Montréal avait 27 ans, puis gérait 6 000 personnes. C'est pas l'âge nécessairement. Il était tombé dans la potion magique assez jeune. Les 360, en fait, ça permet d'avoir une photographie rapide des perceptions que l'environnement a du style de gestion de la personne. Donc, on n'est pas dans la science, on n'est pas dans la mesure exacte, mais on est dans quelque chose de très solide qui est comment mon environnement évalue ma capacité à planifier, organiser, contrôler, mobiliser, structurer le travail des autres, gérer le changement. On demande, en fait, c'est ça un 360, c'est qu'on demande à mes collaborateurs de donner leur opinion sur la maîtrise d'une compétence que je devrais posséder, puis on leur demande de faire des commentaires. C'est sûr qu'on est dans l'intimité professionnelle de la personne, parce que là, c'est vraiment l'évaluation par le regard des autres, mais c'est une colline de belles photos en terrain protégé, dans le sens où quand c'est fait avec respect, on est capable d'avoir une idée parmi les compétences, celles que je peux mettre en veilleuse en disant je les maîtrise et c'est reconnu, et celles sur lesquelles mon développement devrait porter de façon plus pointue. Et ce qui est intéressant avec les 360, c'est que ça nous donne l'information entre est-ce que c'est auprès de mes employés que je devrais être un meilleur mobilisateur, est-ce que c'est auprès de mes partenaires internes, est-ce que c'est auprès, j'ai pris un mauvais exemple avec la mobilisation, mais si on pense à l'écoute, par exemple, est-ce que je devrais écouter plus mes employés, mes collègues, etc., bien, ça nous permet de pointer dans quel type d'activité, dans quel type de... Si je suis en comité, si je suis en réunion, si je suis dans des comités de direction, auprès de qui mon écoute devrait être améliorée. On arrive à la partie, c'est bien beau, là. On a fait notre structure, on sait où sont nos postes vulnérables. On a ensuite identifié quels sont nos joueurs à l'aide d'outils simples, quels sont nos joueurs qui semblent avoir un plus haut potentiel, puis où se situent dans leur niveau de progression au niveau du potentiel. Sont-ils en début, dans le milieu ou en maturité par rapport à leur poste? Parce que comme on disait tantôt, on peut avoir des gens qui sont déjà à haut potentiel, mais qui font du surplace, puis on risque de les perdre, non pas parce qu'on ne les a pas développés, c'est parce qu'ils ont peut-être été développés plus rapidement que l'organisation est capable de prendre là où ils sont rendus au niveau professionnel. Là, on est rendu à, indépendamment de ça, qu'est-ce qu'on a proposé, quels sont les différents moyens qu'on peut avoir pour développer les gens? Bon. Il y a plusieurs modèles. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il est assez simple, c'est le modèle de Kobe, où on dit soit qu'on offre à la personne des expériences concrètes, soit que dans l'action, on dit dans le feu de l'action, la personne, on trouve des façons de se développer dans son rôle actuel, soit par l'observation de mon patron, ou soit par des lectures ou de l'accompagnement, donc en mode réflectif, je me développe, ou soit par un mode peu traditionnel qui est j'observe en formation quelqu'un qui me partage les contenus
la quintessence des meilleurs trucs de tout le monde. C'est un peu ça la formation. Et qu'à partir de ça, je suis capable de revenir au travail et puis de m'imaginer de comment je pourrais appliquer ces activités-là. Je vous laisse pour y revenir. Là, je vous passe ça quand même simplement. Il y a une autre façon de le présenter, c'est d'abord, le concevoir, c'est la formation. Je me fais une idée de ce que ça pourrait être. Je l'expérimente dans l'action. Ça me permet de valider si c'est pour moi ce que j'ai appris. Ensuite, il y a, de façon autonome, j'apprends à agir ou à interagir sur mon environnement pour l'influencer. Donc, j'ai appris les trucs, je les ai expérimentés, et là, je deviens un peu plus autonome et mature, ce qui fait que je peux questionner un petit peu plus peut-être mon boss qui fait ses affaires de sa manière-là, ou mon collègue de travail. Puis là, bien, je suis un peu plus en assurance, pas en confiance, parce que j'ai compris, j'ai essayé, je sais que ça ne marche pas tout le temps, mais là, je vois quelque chose qui pourrait être amélioré. C'est un peu achalant, mais c'est super parce que ça permet de grandir tout le monde ensemble. Puis, bien, le retour sur l'agir, qui est l'observer, c'est de revenir en mode intégratif et là, d'observer l'environnement de façon beaucoup plus globale et de permettre de revenir, si on continue la boucle, de continuer de concevoir, d'expérimenter, etc. On n'y pense pas, là, mais vous faites ça tous les jours. C'est simplement que les chercheurs ont décortiqué ça de cette manière-là pour nous permettre de comprendre de quelle façon, quels sont les différents moyens qu'on peut avoir pour se développer. Avez-vous déjà vu ça? J'ai des oui puis des non. C'est parfait. Ça permet d'éviter d'être trop redondant. Ça, c'est assez connu. Ici, je l'ai présenté comme un carrefour où il y a plusieurs possibilités, puis c'est vrai que nos potentiels, des fois, sont perdus. Il n'y a pas juste la formation comme outil ou moyen de développement, et on l'a dit tantôt, il y a des postes stratégiques, puis il y a des gens qui ont des niveaux de maturité différents au niveau du potentiel. Ce qui veut dire que probablement qu'il faudrait aussi penser à offrir des activités de développement différentes selon le côté critique des postes et selon le niveau de maturité des personnes. Souvent, les organisations ont tendance à penser à des gros programmes de relève, des gros programmes de développement, one size fit all, où on passe tout le monde dans la même machine pour les mêmes raisons, puis en bout de ligne, il sort probablement ce qui est rentré, c'est-à-dire que nos hauts potentiels sont encore nos hauts potentiels. Ceux qui ne savaient pas trop ne savent pas plus, puis ceux qui ne voulaient rien savoir sont encore sur le break. Donc, d'avoir une approche un peu plus adaptée en se posant la question sur, je ne les lirai pas, là, il y a plusieurs types d'activités, mais au-delà de la formation, il y a des activités comme, par exemple, je vais prendre le co-développement, juste ça, mettre en commun plusieurs personnes qui commencent à vivre leur première expérience de gestion intermédiaire pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont des besoins communs de développement, qu'ils ne sont pas tout seuls, et que certaines expérimentations, si je prends la cétate précédente, où certains concepts fonctionnent plus vite pour certains puis moins vite pour d'autres, ça leur permet de partager en zone de confiance leur expérience et puis de se sentir moins seul au niveau du travail. C'est petit, je vais essayer de vous aider un peu. Ici, on a l'efficacité de l'individu en bas, le niveau d'efficacité du moyen de développement, puis à droite, l'efficacité pour l'organisation. Donc, vraiment la matrice individu-organisation de toutes les activités possibles de développement. En fait, c'est une recherche qui a été faite par le Jones Consulting Group auprès de 200 cadres et ça nous permet d'highlighter où se positionne pour l'individu ou l'organisation, le retour sur l'investissement au niveau du développement des compétences. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que le volet formation traditionnelle, pour l'organisation, c'est quand même un accélérateur parce que beaucoup de gens sont capables d'être formés en même temps, puis l'organisation, par exemple, pour des connaissances techniques, si je pense dans le domaine des finances, ça arrive souvent, dans le banking, ça arrive souvent, les lois changent, les produits changent, fait qu'il faut transmettre des connaissances. C'est bien plus logique de le faire de façon globale par une formation dans ce contexte-là, pour l'organisation. Mais pour l'individu va devoir revenir à quoi? À son cartable, à ses outils qu'on va lui avoir donnés, parce que suite à la formation, il ne s'en rappellera pas. Il va falloir qu'il revienne dans l'action, dans l'expérimentation. Si je poursuis, rétroaction, coaching, bien, pour l'organisation, c'est lourd. Parce que ça veut dire qu'il faut libérer un mentor, il faut y trouver du temps. Donc, un patron, un retraité, et il faut lui demander, peux-tu prendre en charge quelqu'un? Donc, on assume que le mentor est quelqu'un dans nos niveaux de maturité et quelqu'un en transfert d'expertise. Mais c'est lourd, là. Donc, ça veut dire qu'il faut libérer le gestionnaire, il faut libérer l'apprenant, il faut permettre à l'apprenant de faire des expérimentations, puis il faut permettre de la rétroaction de la part du gestionnaire qui supervise. Ça prend du temps, mais c'est très efficace pour l'individu, parce que l'individu peut avoir une rétroaction directe sur ses bons, moins bons coups dans l'action à chaque semaine, ce qui fait que son apprentissage, sa courbe,
augmente de façon rapide. Et puis, entre les deux, quand j'ai commencé à travailler au fédéral, j'ai commencé en 93, dans ces eaux-là. Et on travaillait à l'identification de personnes qui allaient entrer sur un programme accéléré de développement, qui allait devenir de cadre premier niveau à cadre exécutif en 5 ans. Donc, le programme est un programme d'assignation temporaire de ces hauts potentiels-là à travers un programme. Ce que le client faisait, en fait, ce que l'organisation faisait, c'est qu'on amenait la personne dans des problématiques, par exemple, de relations de travail pendant un certain temps. On le sortait de là, on l'emmenait ailleurs, dans un autre ministère, là, probablement des problématiques plus de développement économique, commercial. On l'enlevait de là, on l'envoyait 2 ans après dans un contexte complètement différent, de gérer une direction régionale éloignée, pour lui permettre d'avoir un point de vue de différents types d'activités de gestion et pouvoir expérimenter ses talents dans différents contextes pour développer l'assurance du leader et asseoir son plein potentiel. J'ai certains clients, sont rares ceux qui font ça, où le directeur d'usine va faire son travail pendant 2 ans. Le directeur des finances va changer de poste avec le directeur d'usine au bout de 2 ans. Le directeur des ressources humaines va s'en aller aux finances ou va s'en aller dans... Il évolue comme ça pour être capable de bien comprendre le business, mais surtout de se préparer au prochain niveau de gestion, qui est d'aller gérer une plus grosse usine ou de prendre en charge des activités beaucoup plus complexes au niveau national. On entend beaucoup parler des jeunes dans les entreprises, les X, les Y, on est rendu au C, là, qui ont un effet éphémère de motivation puis d'engagement au niveau de l'organisation. On se dit que ça donne des développés puis des formés. De toute façon, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ils veulent changer puis ils veulent bouger d'un poste à l'autre. Et par ailleurs, ce qu'on observe aussi, ce sont les gens plus seniors dans les entreprises, sur le bord de quitter à la retraite. Et quand on se questionne sérieusement sur leur contribution à l'organisation, ils ne sont pas tous en mode transfert d'expertise. Il y en a beaucoup qui font du banc, puis qui négocient pas mal les défis, puis les horaires, etc. Ils ont un mode pensée qui ressemble pas mal aux juniors aussi, mais pour des raisons différentes comme telles. Effectivement, c'est une réalité qui est difficile. Pas qui est difficile, mais qui est très concrète. Et la base reste la même. L'individu est responsable de son propre développement. Une organisation ne développe pas des gens. Les gens dans l'organisation se développent. On peut poser des gestes de façon responsable comme employeur, surtout pour s'assurer d'avoir une pépinière à talent pour nos postes critiques comme tels. Et je pense qu'on a une responsabilité aussi de permettre aux gens de s'accomplir, parce que c'est toujours payant. J'aime mieux avoir quelqu'un dans mon équipe qui est compétent en 2 ans que quelqu'un qui n'est pas compétent en 10 ans. Donc, oui, il y a un côté éphémère, mais si on est capable à chaque fois d'attirer les meilleurs, de les développer où il faut être, de leur permettre de s'accomplir dans l'organisation si c'est possible, mais s'ils quittent, coudonc, on sera une pépinière à talent pour peut-être d'autres organisations pendant un certain temps, mais on pourra aussi être très attractif pour la relève qui s'intéresse à des employeurs qui sont reconnus pour leur capacité à les développer puis à reconnaître leur leadership et leur potentiel également. En fait, ça fait un peu le point. Hein? Et qui est responsable de développer quelqu'un? En fait, il y a le quelqu'un. D'abord, moi, comme personne, je suis responsable. C'est sûr et certain que si vous avez des fonctions de gestion puis d'encadrement, vous ne pouvez pas, dans la plupart des structures, je fais toujours la même blague, elle n'est pas drôle, mais on ne peut pas y tuer, on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas payer quelqu'un pour dire « Peux-tu demain matin t'organiser pour qu'il ne soit pas là? » On est pris avec nos gens. Puis c'est positif d'être pris avec. Ça veut dire qu'on est partenaire ils sont partenaires de mes résultats comme gestionnaire. Hein. Si je suis gestionnaire d'une équipe, ce sont des gens à qui je partage des responsabilités puis je délègue la possibilité de m'aider à atteindre mes objectifs. Et moi, en contrepartie, je devrais, leur permettre d'avoir les outils qu'il faut pour faire leur travail et leur permettre également de se développer puis avoir du plaisir dans leur travail, puis peut-être de me pousser assez pour que moi, j'ai le goût de changer puis de le faire de la place également. Donc, il y a l'équipe RH, il y a la personne, il y a la structure, l'organisation qui doit réfléchir également sur qu'est-ce qu'on propose. Ici, on avait des personnes qui rentrent dans un programme ou un processus qui permet. Bon, bien ça, c'est pas un individu dans l'organisation qui se développe, c'est pas non plus seulement l'équipe RH, c'est une réflexion organisationnelle puis une offre à ces hauts potentiels-là qu'il faut matérialiser. Alors, ça met fin à la présentation que j'avais à vous faire. Merci.